Bonsoir à tous. Coup de projecteur cette semaine dans Église du Monde sur les États-Unis, une semaine après l'élection de Donald Trump, devenu le 45e président américain. Une élection inattendue pour la plupart des observateurs et qui souligne en tout cas un malaise ressenti par des millions d'Américains. On va tenter de comprendre un peu mieux ce qui se joue aux États-Unis. Alors comment ont voté aussi les évangéliques et les catholiques? Quels sont les défis qui attendent le nouveau président? Et puis nous parlerons aussi dans un deuxième temps de l'évolution de l'Église catholique avec notamment la création le week-end prochain de 3 nouveaux cardinaux. Qui sont-ils? C'est ce que nous verrons. Éclairage sur toutes ces questions avec notre invité Tom Hennigan, qui est journaliste américain, spécialiste des religions pour l'agence de presse Reuters à Paris. Tom, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, c'était intéressant pour nous d'avoir le regard d'un Américain aussi, au-delà du fait que vous soyez journaliste, sur ce qui se vit dans votre pays. Une toute première question. Comment avez-vous vécu cette nuit électorale de mardi à mercredi? Vous l'aviez perçu, vous l'aviez vu venir, vous l'aviez... J'ai toujours dit que c'était possible, parce que c'était clair qu'il y avait une telle frustration dans la population américaine qui a été identifiée à la droite par M. Trump, mais aussi à gauche par Bernie Sanders. Il y avait un défi, un challenge du côté de gauche candidat aussi. Démocrate. Oui, pendant les primaires. Voilà, les primaires. Parce qu'il y a des grandes inégalités économiques dans le pays. Il y a aussi l'effet de crash de Wall Street 2008. Oui. On en ressent encore un peu les effets, ça, oui, beaucoup de gens ont perdu leur maison, par exemple. C'était la crise des subprimes. Tout ça joue encore. Parce qu'on dit aussi que la crise, elle est un peu derrière les États-Unis. Il y a 4% de chômage. 4% de chômage, mais c'est à McDonald's ou Kmart des ou Walmart. Précaires. Oui, ils sont des emplois précaires. Pas tous, mais il y a beaucoup de précarité dans ces chiffres-là. Oui, la bourse boom, mais c'est parce que les taux d'intérêt sont très bas. Comme ça, il y a des endroits aux États-Unis, comme la côte Est, côte Ouest, Silicon Valley, Wall Street, à Chicago aussi, on voit une économie qui marche. Mais il y a beaucoup d'endroits de l'Amérique en bas où il y a une déindustrialisation très grave et il n'y avait pas de support par de rééducation pour les gens. Et comme ça, ces gens-là, beaucoup de gens ont été simplement oubliés. Et le génie de Trump, c'était d'identifier ces électeurs-là et dire... Les oubliés. Oui, les oubliés. Mais pas seulement, parce qu'il y a aussi des gens, avec des gens aisés qui ont voté Trump. Et ça, c'est lié avec une grande frustration envers Washington, la classe politique à Washington, qui est polarisée, très bloquée. Et beaucoup de gens, même qui n'aimaient pas la personnalité de Trump, ont dit il faut secouer ce système, il faut le changer. Et Hillary Clinton était en fait pas la candidate qui pourrait promettre à changer le système. Elle était la candidate du système. Et comme ça, j'ai toujours pensé que l'élection de Trump, c'est possible, ce n'est pas inévitable, mais c'était possible. Et surtout à cause des faiblesses de la candidature de Hillary Clinton. On va revenir sur ce vote un peu dans le détail, et notamment le vote chrétien. On a eu aussi ces jours-ci des images de manifestations anti-Trump. Ça semble assez inhabituel, les manifestations post-élection américaine. Est-ce que c'est un phénomène un peu nouveau et qu'est-ce qu'il faut y voir? Oui, c'est un phénomène nouveau.
Bien sûr, il semble que tout le monde a été pris à court. Mais on était surpris. Je crois même les dirigeants des partis n'ont pas calculé la victoire de Trump. Ça va se calmer, je crois. Mais la frustration de ces gens-là, peut-être ça peut être réorienté vers plus d'activisme local, plus d'activisme politique en général. Mais pour le moment, ça reflète les tensions de la société. Pour en revenir aussi à ces élections, alors on parlait de la question religieuse qui semble à moins peser dans le débat. En tout cas, on peut se poser la question. On écoute à ce sujet l'analyse de Mary Gate, professeure de civilisation américaine à l'Université de Toulon, interviewée par Gabriel Kéry. Non, la religion n'a pas été un enjeu durant l'élection. Je crois qu'on remarque une certaine même discrétion des dirigeants religieux, catholiques, entre autres notamment de l'épiscopat catholique. Les évangéliques, eux, ont été un petit peu plus mobilisés, mais bon, il y a eu un fort soutien pour la candidature de Trump de la part de la base, si je puis dire, mais une certaine division de la part du leadership évangélique sur le soutien à Trump. Les candidats eux-mêmes, donc Donald Trump a essayé de cibler l'électorat évangélique protestant blanc assez tôt dans sa campagne, mais on ne peut pas dire qu'il en ait fait un élément central de sa campagne. Et il s'est mis assez tardivement en fait à cultiver l'électorat catholique, puisqu'il a attendu le mois de septembre pour mettre en place un comité consultatif, donc pour l'aider à séduire cet électorat catholique. Ce qu'il faut savoir, c'est que les catholiques américains sont de plus en plus présents dans l'appareil du Parti républicain et vraiment au sommet du parti. Je donnerai l'exemple simple déjà de Paul Ryan, le speaker de la Chambre des représentants, qui est catholique, et l'exemple également des juges de la Cour suprême, dans l'ensemble où les juges de la Cour suprême conservateurs sont des catholiques. Donc est-ce que Trump va s'adjoindre le soutien, enfin disons pas le soutien, mais la participation de certains de ces catholiques conservateurs pour son administration, si c'est possible. En tout cas, il a dit qu'il allait s'en faire le porte-voix et le défenseur de ces questions qui leur sont vraiment très, très importantes, notamment l'opposition à l'avortement, puisqu'il a promis de nommer un juge opposé à l'avortement à la Cour suprême, et il y a actuellement un siège vacant à la Cour suprême. Est-ce que, comme l'expliquait Mary Gate, effectivement, Trump pourrait s'adjoindre le soutien de catholiques dans un environnement, un circuit proche? Oui, il y a certainement des hommes politiques catholiques dans le Parti républicain. Et ça, c'est souvent le cas si on veut choisir, par exemple, un juge pour la Cour suprême. George Bush a nommé plusieurs catholiques, pas d'évangéliques. Les évangéliques voudraient voir un vrai évangélique. À la Cour suprême? Oui, à la Cour suprême. Mais le juge qui vient de mourir, Anthony Scalia, était catholique, très conservateur. Il y a d'autres, comme elle a dit, Paul Ryan, un des républicains les plus influents et catholiques. Mais ce n'est pas la même chose pour les évangéliques comme un vrai évangélique. Il y a une chose où je ne suis pas d'accord avec Marie, c'est la question de la religion n'a pas joué un rôle évident, visible dans la campagne. C'est ça. Mais c'est plutôt ce que je nommerais la religiosité, les signes ostentatoires de la religion, comme aller à l'église, prier avec les pasteurs protestants, etc. etc. Ça a été... C'était George Bush George Junior aimait bien faire ça. Trump, non. Mais Trump a mené une campagne sur la base de l'identité blanche de l'Amérique. Et on a dit, par exemple, son slogan, redonner la grandeur à l'Amérique. À l'Amérique, oui. Les gens ont dit redonner la grandeur à l'Amérique blanche.
une partie de l'identité traditionnelle blanche aux États-Unis, c'est être chrétien et surtout protestant. Être protestant, ça fait partie, c'est plus que la moitié des Américains sont protestants. Ce n'est pas plus très important pour les protestants traditionnels, historiques, mais pour les évangéliques, ça reste important. D'accord. Et s'ils parlent même de l'identité de l'Amérique, pour eux, le protestantisme est là. Et pour les évangéliques, ça veut dire « Ah, il parle à moi ». Ça résonne dans les ça racines. Résonne, Oui. Dans les médias, on regardait plutôt les fautes de Trump quand il disait une énormité. Et ça a été le titre. Ça faisait Et gros les titres, autres ouais. choses, c'était dans le background. Ce n'était pas très important. Et on ne s'est pas rendu compte que ces points-là étaient très importants pour les évangéliques. Il ne fallait pas les négliger. Non, dans un meeting de Trump, il disait tout et n'importe quoi. Et comme ça, qu'est-ce qu'on fait comme journaliste de ça? Qu'est-ce qu'on fait comme électeur? Les électeurs ont compris ce qu'ils voulaient entendre de lui. Sur la question tout simplement de l'immigration, donc il avait parlé effectivement d'ériger un mur. Bon, alors ça va un peu. On a les mots du pape François aussi à l'esprit, quand il avait célébré une messe à la frontière. Donc, voilà. Oui, la messe à la été, frontière. Il y a quelques jours, l'archevêque José Gomez de Los Angeles, c'était l'archevêché le plus grand, l'archidiocèse le plus important des États-Unis. Lui, il est mexicain. Il est arrivé aux États-Unis quand il avait déjà 35 ans. Il a parlé de la peur, surtout des enfants qui ont peur que leurs parents, qui sont illégaux, soient renvoyés au Mexique, en disant que c'est inadmissible et il faut qu'on lutte pour protéger ces gens-là. C'est un archevêque, en fait assez conservateur, mais sur les questions de l'immigration, c'est clair. Il y avait une voix assez uniforme là, de l'Église, des évêques à ce sujet-là? Non, il parle de l'immigration plus que les autres. Même les évêques conservateurs parlent un peu de l'immigration, et ça dépend. Soit un peu, soit beaucoup. Comme O'Malley à Boston, il est militant pour la cause des immigrés. Les évêques américains qui, au lendemain de l'élection, ont appelé à prier pour les élus en les exhortant à travailler en faveur de l'unité, de promouvoir le bien commun. Il y a une tradition pour les évêques qui est de mettre en avant un document qu'ils ont élaboré il y a plusieurs années. Ce n'est pas pour cette campagne en particulier. Le document Forming Faithful Citizenship, former des consciences pour une citoyenneté fidèle, pour aider justement ces catholiques à former leur conscience d'électeurs. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit? On va regarder un extrait de clip que l'on peut voir sur le site internet de la conférence épiscopale américaine. We often reduce politics to just political parties and particular candidates. On réduit souvent la politique aux partis et aux candidats, mais la politique, c'est bien plus que cela. But politics is about much more. It's about Cela concerne les gens et les principes. Et pour les catholiques, c'est faire des choix moraux et travailler activement pour un monde meilleur. Comment protéger la vie et respecter la dignité humaine? Comment défendre la justice ici et à l'étranger? Comment faire progresser la paix dans un pays en guerre? Quel genre de nation souhaitons-nous être et quel peut être notre rôle pour créer un monde meilleur? Les décisions des croyants doivent se fonder sur les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ et sur les enseignements moraux de l'Église. C'est très important que les gens puissent voter et prendre des décisions, en particulier politiques, en ayant bien formé leur conscience. Le Christ nous a appelés à prendre soin des plus petits. Il nous a demandé d'apporter de l'amour et de la compassion au monde. Un des moyens pour le faire est de participer activement à la vie publique et d'utiliser les valeurs de notre foi pour élaborer des décisions. Dans leur document Citoyenneté en fidélité, les évêques américains nous disent que pour les catholiques, participer à la vie publique n'est pas une option, c'est vital, c'est nécessaire, c'est un moyen important de vivre notre foi. Alors,
Alors, voilà, on entendait un petit peu voilà, ce qui ressort dans ce texte. Hein, là, c'est à travers une vidéo. Ça semble un peu, effectivement, décalé si on regarde les élections d'aujourd'hui. Et là, dans cette campagne, ça a dû être un peu compliqué pour les évêques américains de parler au vu des deux candidats. Hein. C'est compliqué d'abord parce qu'il ne faut pas prendre position politiquement, mais aussi parce que la conférence des évêques américains est divisée. En fait, la plupart des évêques ont été nommés par le pape Jean-Paul II ou le pape Benoît XVI, et ils sont conservateurs assez proches des républicains, et surtout dans la stratégie de ce qu'on appelle la guerre des cultures. On met en avance les points chauds comme l'avortement, le mariage gay, et disent ça c'est indiscutable, pas négociable. Et on pousse les hommes politiques à prendre des positions contre le droit à l'avortement, contre le mariage gay. Il y a une minorité qui disent on ne peut pas être le parti démocrate, le parti républicain sur les genoux en priant. Non, on est une église, on a nos valeurs en nous, et le reste, c'est la politique. Et même le message qu'ils ont envoyé aux électeurs américains, c'est en fait une réécriture du message de 2008, avec toutes les positions plutôt conservateurs en avance. Entre 2008 et 2016, il y a eu un grand événement, l'élection du pape François. Oui. Et l'année dernière, un évêque McElroy de San Diego, pendant la réunion plénière, a dit est-ce qu'on ne doit pas juste réécrire un petit peu le message de 2008, mais vraiment le réécrire avec les priorités du pape François. Et c'est le cardinal DiNardo de Texas qui sera peut-être le prochain président de la conférence, qui a dit non, on n'a pas besoin de ça. C'était lui qui était le président de la réunion. Il a dit on n'a pas besoin. Il n'a pas souhaité revenir sur, oui, sur le contenu du texte. Juste quelques changements par-ci et par-là. Donc ça traduit bien les sensibilités, les différences de sensibilité. Et on voit les évêques du pape François, comme l'archevêque Cupich, qui sera créé cardinal. Qui va être créé cardinal, effectivement, le 19 Cupich novembre. de Chicago. Il était presque inconnu avant d'être nommé archevêque de Chicago. Lui, cardinal Wuerl à Washington, et aussi modéré, mais du côté du pape. Cardinal O'Malley à Boston, bien sûr. Mais il y a d'autres évêques au niveau d'évêques, mais ils ne sont pas dans la majorité. Oui, c'est ça. Les sensibilités sont plus conservatrices. Alors, pour les dernières minutes de cette émission, on va dire quelques mots sur ces nouveaux cardinaux qui vont être créés par le pape le 19 novembre lors d'un consistoire à Rome. Il y a donc Monseigneur Cupich, dont vous parliez, l'archevêque de Chicago. En quelques mots, qui est-il ? C'est l'évêque modèle de pape François. C'est un homme modeste, un homme qui cherche le bien commun et qui est très pastoral. Et qui a renoncé à vivre dans la résidence de l'archevêque. Hein. Oui, ça c'est... c'est très pape François, ça. Très pape François. Il y a une chose très intéressante. Il a été nommé aussi membre de la congrégation des évêques à Rome. Ça veut dire que lui aura un mot très important pour la nomination des nouveaux évêques aux États-Unis. Ça, c'est intéressant. Alors, il y a aussi Monseigneur Kevin Joseph Farrell, qui est le préfet du dicaster pour les laïcs, la famille et la vie. Donc, il est déjà à Rome, en réalité. Lui, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce profil-là ? Il était à Dallas avant. Il était archevêque de Dallas. Encore une fois, très pastoral.
pastoral très ouvert, et pas dans la même stratégie comme la plupart, la majorité des évêques, dans la culture des guerres des cultures. Et pour lui, le plus intéressant, c'était que c'est lui qui a mis fin à une enquête dans les congrégations des sœurs. Sous pape Benoît XVI, on a commencé une investigation des pratiques des congrégations des sœurs, et ça a été très controversé aux États-Unis, parmi les sœurs aussi, et il semble que c'était mal construit, toute cette enquête et toutes ces questions, et c'est Farrell qui a mis fin à ça. D'accord. Et enfin, Monseigneur Joseph William Tobin, archevêque d'Indianapolis, qui vient d'être nommé à Newark. À Newark. Ouais. Ça, c'est intéressant aussi. À côté de New York. D'abord, à Indianapolis, il s'est disputé avec Mike Pence, qui est maintenant le vice-président de Trump, parce que Pence ne voulait pas accueillir les réfugiés syriens dans son État. Et Tobin, l'archevêque Tobin a dit, mais l'Église est prête à les accueillir. Pence le demandait, non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Mais Tobin a dit, non, c'est notre devoir d'accueillir les réfugiés publiquement, et il a accepté une famille tout de suite, comme ça, juste pour dire à Pence, non, pour l'immigration, c'est la ligne rouge. Sa nomination à Newark, c'était une surprise, la deuxième surprise. Newark, c'est aussi un grand diocèse. Il y a New Jersey. À New Jersey, c'est à côté de l'autre côté de la rivière Hudson. L'intéressant là-bas, c'est que en fait, c'est dans le Grand New York, tout ça. Qui est le cardinal de New York? Timothy Dolan, qui est très conservateur. Très médiatique, mais très conservateur. Tobin est médiatique et pastoral. Merci beaucoup, Tom Hennigan, d'être Merci. venu nous apporter votre décryptage sur ces élections américaines. Une émission que vous pouvez revoir sur notre site et nos réseaux sociaux. Très bonne semaine à tous. Au revoir.